Bonjour, nous allons parler maintenant des complications des valves, qui est le pain quotidien des services de neurochirurgie pédiatrique. Fort heureusement, l'incidence a diminué, malgré tout, c'est un problème d'expertise important et qui met en jeu le pronostic vital et fonctionnel du patient. Donc, comment les éviter surtout? Donc, nous allons voir dans un premier temps l'incidence de ces dysfonctionnements. Vous voyez que le taux de réopération, on est à peu près 70% de patients qui n'ont pas encore eu de révision de valve au bout d'un an, et, euh, et ce taux de personnes qui n'ont pas eu de complications de valve arrive à moins de 10% au bout de 20 ans après la pose de la valve. C'est-à-dire que virtuellement, tous les patients chez qui on implante une valve sont concernés par ce problème. En moyenne, on peut dire qu'on a 2 révisions de valve à l'âge de 10 ans et 2,7 révisions de valve à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire que l'incidence de ces complications va diminuer avec le temps, mais ne sera jamais nulle. Ensuite, le patient, s'il n'a jamais été réopéré, peut-être qu'en fait, il est devenu shunt indépendant. Et ça, la seule façon de prouver le contraire, c'est que justement, cette valve peut un jour se boucher et il peut devenir symptomatique. Et en fait, dans notre série, on a 14 observations de patients qui ont fait leur première obstruction de valve symptomatique après l'âge de 20 ans, c'est-à-dire que jusqu'à preuve du contraire, le patient est valvé et il est shunt dépendant de façon définitive. Par ailleurs, le nombre d'opérations, vous voyez le nombre de patients qui n'ont jamais eu de révision de valve, on est à 458, et puis une révision, deux révisions, etc., jusqu'à 23 révisions de valve. Vous voyez que c'est quelque chose qui impacte sur la vie quotidienne de certains de ces patients. Certains, fort heureusement, ne nous revoient que pour les consultations, mais globalement, c'est une hypothèque sur leur avenir. Et avec le nombre d'interventions qu'ils subissent, ces patients peuvent devenir allergiques. On sait que le risque d'allergie au latex est proportionnel au nombre d'interventions. Alors, la morbidité liée à la valve, ces obstructions de valve ont une incidence sur le développement de l'enfant. Il peut y avoir un retentissement visuel avec une amblyopie ou même une cécité, des problèmes développementaux liés à l'hypertension intracrânienne, une infirmité motrice cérébrale, et puis le taux et le devenir fonctionnel à long terme. Il est conditionné bien sûr par la cause de l'hydrocéphalie, notamment les hydrocéphalies post-méningitiques, les hydrocéphalies post-hémorragiques et liées au spina bifida, mais également de façon tout à fait significative à la survenue d'une infection de valve. Et puis, ces obstructions, ces complications de valve peuvent entraîner une mortalité. Dans notre expérience, on avait 322 décès chez des patients valvés, dont 29% étaient liés au shunt. Vous voyez ici ce qui a été trouvé à l'autopsie d'un patient qui avait un spina bifida et qui a fait une mort subite. En fait, il avait une perforation intestinale, son cathéter était rentré dans le côlon. Donc, un patient valvé qui fait une mort subite, on considère, jusqu'à preuve du contraire, que la mort est liée au shunt. Et des patients qui sont décédés après l'âge de 20 ans, on en avait 6 chez qui le décès était lié au shunt. Et donc, quelles sont les étiologies d'hydrocéphalie qui vont provoquer une mortalité accrue par rapport aux autres? Eh bien, on a de façon très, très nette le spina bifida, ce qui s'explique facilement, puisque dès que la valve se bouche et que les ventricules se mettent sous pression, la malformation de Chiari devient symptomatique et peut entraîner le décès. Et puis, on a également l'hydrocéphalie malformative et, dans une moindre mesure, post-hémorragique et post-méningétique. Alors, quels sont les problèmes liés à la pose de valve? Les complications, ça commence lors de l'intervention. Comme vous le voyez, le cathéter ventriculaire peut aller pas du tout là où on veut, aussi bien dans le parenchyme que à travers la capsule interne, que trop postérieure, trop antérieure, trop à droite, trop en haut, trop en bas. Le cathéter peut être trop court, il peut faire des choses tout à fait bizarres comme un cathéter coudé qui revient en arrière. Bref, vous voyez que sur ce wall of shame, on a un grand nombre de variétés de dysfonctionnement de valve possibles. Donc, la première chose, c'est comment éviter la malposition du cathéter. Et bien, la solution, c'est le training, c'est en apprenant son métier et en prenant l'habitude de toujours installer le patient de la même façon, avec la tête à l'horizontale, c'est-à-dire le nez vers l'horizon, c'est-à-dire la tête tournée à 90 degrés. Il faut que tous les repères soient accessibles, notamment le nasion, la fontanelle chez les bébés. Et puis, il faut viser, avant de mettre en place les champs,
on va faire une vision en double obliquité à partir d'un point qui est toujours le même, à mi-chemin entre le conduit auditif externe et la tubérosité occipitale. Légèrement au-dessus, on arrive exactement au niveau de la suture lambdoïde en général. Chez les petits, on ne fait pas trop de trépan, on utilise une curette. Et on va faire une obliquité à 45 degrés en haut, en avant et en dedans. Et on arrive dans le carrefour ventriculaire. Et puis, on peut faire des repères opératoirement. On a nos repères anatomiques, on vise la fontanelle et également, on peut mettre un repère sur le sol, un morceau de sparadrap, et on va viser un alignement entre ces différents points une fois que les champs sont mis. Donc, le trou de trépan, il doit être correct, c'est-à-dire qu'il faut repérer anatomiquement. Le plus souvent, on est sur le lambda. Il ne faut pas se laisser bloquer par l'os, c'est-à-dire qu'il faut que le trou de trépan soit bien cylindrique pour qu'on puisse avoir un point d'entrée dans la durmère qui nous permette d'avoir une visée à 45 degrés. Alors la navigation, ça peut être utile, dans certaines équipes c'est systématique, ça n'empêche pas de faire certaines erreurs de visée parce que la navigation n'est pas si précise qu'on pourrait le vouloir. En tout cas, nous on ne l'utilise pas systématiquement parce qu'on estime que ça complique l'intervention et que ça la prolonge et que ça augmente le risque d'infection. Alors, la malposition du cathéter, quand ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut s'en rendre compte. Donc, il faut voir quelle est la direction qu'on a prise, quelle est la visée qu'on aurait dû prendre. Donc, il faut réessayer avec des repères corrects. Alors, combien de fois on réessaye? Eh bien, c'est à laisser à l'appréciation de l'opérateur, c'est sa responsabilité. Il ne faut pas hésiter à appeler un ami. Au pire, si on a des ventricules fentes et que manifestement on était à côté, on peut laisser en place le cathéter, fermer, faire un scanner et reprendre le patient éventuellement avec la neuronavigation. Mais ça ne devrait pas arriver. Donc, parfois, il y a une musique qui est fait en post-opératoire, on a l'impression d'avoir eu le ventricule et puis en fait, on n'est pas du tout là où on pensait. Parfois, on est dans la corne temporale, alors si ça marche, tant mieux. Si ça fonctionne, en tout cas, on ne va pas essayer de faire mieux. En tout cas, une reprise précoce, il y a un risque d'infection important. Et donc là, si on réintervient, c'est de bonne pratique d'utiliser la navigation, et notamment quand on a des ventricules fentes. Et de prévoir de mettre le cathéter dans la corne frontale où on a quand même moins de risques de passer à côté. La migration du cathéter, maintenant, on peut s'en rendre compte sur les radios post-opératoires parce que notre cathéter n'était pas bien fixé. Donc, nous, on fait des radios lors des consultations systématiques au bout d'un mois après la pose de valve, à 6 mois, puis à 1 an, puis tous les 2 ans. Et donc, les radios systématiques nous permettent de voir si le cathéter est bien en place ou s'il n'est pas déconnecté, alors que ça peut être asymptomatique, d'où l'intérêt des radios. Donc, le cathéter peut être migré vers le bas, plus rarement vers le haut. Parfois, c'est la valve qui est mise à l'envers. Alors, comment l'éviter? Eh bien, il faut fixer le cathéter à l'épicrâne avec une fixation fiable, c'est-à-dire qu'il faut un nœud pas trop serré sur le périoste. On peut même faire un nœud en passant à travers l'os, chez un tout petit bébé, en passant par la fontanelle, par la suture. Et on fait un nœud en 8 qui est serré pas trop sur le périoste et serré efficacement sur la connexion entre le cathéter ventriculaire et la valve. La connexion sous-galéale, en fait, elle traduit un dysfonctionnement de valve à bas bruit, puisque si le LCR passe autour du cathéter et non pas dans le cathéter, c'est que le cathéter ne draine pas bien. C'est quelque chose qui est bien toléré cliniquement, mais qui n'a aucune tendance à la guérison et qui nécessite une révision de valve. Donc, comment l'éviter? Eh bien, il faut perforer à minima la durmère, il faut passer un peu à frottement dur pour que la durmère soit le plus possible étanche autour du cathéter. Quand on a des ventricules larges des deux côtés, il faut choisir finalement celui qui est le moins dilaté parce qu'on aura plus d'épaisseur de parenchyme cérébral autour du cathéter pour faire l'étanchéité. Chez les nouveau-nés, on utilise des valves à faible résistance. Et quand on utilise chez les enfants un peu plus grands des valves à flux régulé, il faut maintenir le patient relevé à au moins 30 degrés en post-opératoire et faire un pansement légèrement compressif pendant 5 à 6 jours après l'intervention. Oui, donc quoi, on évite ces complications. La tunnelisation, c'est une source de complications. Évidemment, il ne faut pas passer derrière la clavicule, comme on voit sur cette belle statue du palais Altan. C'est une cause de plaie vasculaire, de perforation cutanée, de pneumothorax. On peut même avoir un cathéter qui est aspiré dans la cavité cardiaque, comme on voit en bas à droite. Donc, comment l'éviter? Il faut prendre avant tout un bon départ. Il faut vraiment bien exposer le plan sous-galéal, donc entre le périoste et le plan sous-cutané. Il ne faut pas être trop superficiel, il faut passer
devant le sternum. Ça évite à la fois de passer derrière la clavicule et de provoquer des douleurs au niveau du sein qui peuvent être pénibles. La progression du tunnelisateur, on la contrôle en suivant l'extrémité. On masse la peau, on peut faire une traction sur la peau de façon à ce que la paroi de l'abdomen se mobilise pour que le tunnelisateur puisse arriver là où on veut, c'est-à-dire au niveau de l'ombilic. Parfois, on peut avoir un cathéter péritonéal qui est en mauvaise position, soit un cathéter trop court. Alors ça, c'est la complication la plus stupide qui puisse survenir. Il n'y a aucune raison de ne pas mettre toute la longueur du cathéter, puisque le patient va grandir, parce que le péritoine nous permet d'accepter toute la longueur de cathéter qu'on veut et qui est nécessaire. Il faut anticiper la croissance, évidemment. D'autant plus que si on raccourcit le cathéter, on va modifier les caractéristiques du shunt, on diminue la résistance. Et ces cathéters péritonéaux trop courts sont souvent difficiles à réviser parce que le patient a une valve qui fonctionne encore, l'accès au péritoine n'est pas forcément simple. Bref, c'est une complication qui ne devrait pas exister. Ensuite, le cathéter il peut être extra-péritonéal, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place, on a eu l'impression de bien rentrer, mais on n'y était pas. Le cathéter peut être pelotonné dans une région de l'abdomen qui est cloisonnée, ou plutôt en général en extra-péritonéal. Et puis les implants mammaires, ça peut poser un problème comme on voit ici. En tout cas, une jeune fille qui est porteuse d'une valve, on lui déconseille de se faire des implants mammaires. La malposition du cathéter, comment est-ce qu'on va l'éviter? Il faut aborder le péritoine sous contrôle direct de la vue, un abord transrectal avec une ouverture du péritoine, ou bien un abord ombilical. En tout cas, il y a un adage qui dit que si on n'est pas sûr à 100% d'y être, c'est sûr à 100% qu'on n'y est pas. Le péritoine, il faut l'inciser, il ne faut pas dissiser parce qu'on crée un plan extra-péritonéal. On introduit le cathéter sous contrôle de la vue. Il peut y avoir des adhérences intestinales quand il y a eu des antécédents abdominaux qui peuvent nécessiter de faire une adhésiolyse au doigt, donc faire un abord un petit peu plus large pour passer son index pour décoller les anses intestinales. Et la longueur, il faut mettre suffisamment de longueur pour toute la croissance, bien sûr. Quand l'enfant a terminé sa croissance ou quand c'est un adulte, il faut mettre un cathéter suffisamment long pour être sûr qu'on y est. Donc le 3/4 de Portnoy, pour moi, son indication, c'est la poubelle. Alors les cathéters péritonéaux, parfois on a des choses tout à fait étonnantes. On peut avoir bien sûr une extrusion sous-cutanée, une poche au niveau de l'abdomen où le cathéter va s'enrouler. On peut avoir une migration ou un enroulement du cathéter qui va s'enrouler dans un espace extra-péritonéal. On peut avoir l'intussusception, c'est-à-dire comme l'invagination intestinale, on va avoir notre cathéter. Vous voyez ici sur la radio, on ne voit pas grand-chose. Et puis en fait, lors de l'abord du trajet thoracique, au niveau thoracique, on a deux cathéters, parce qu'en fait, si on agrandit la radio simple, on voit que le cathéter est remonté dans le trajet. Alors ça, je ne sais pas comment c'est possible qu'un cathéter puisse monter. Si on voulait y arriver, on ne pourrait pas. Et on peut avoir des choses, un cathéter qui fait un nœud sur lui-même, voire même qui va faire le lasso pour faire une appendicectomie. Les problèmes de cicatrisation, ça c'est vraiment un problème très important chez des tout petits qui ont une très grosse tête, notamment cet enfant qui arrivait d'Afrique avec une macrocéphalie majeure, avec une escarre terrible qui gêne la mise en place de la valve, qui ne va pas se fermer rapidement, on ne met pas la valve où on veut, et ça fait un drain métabolique important chez ces patients qui ont manifestement été négligés. Donc, ces escarres, ça peut également survenir chez des patients qui sont en soins intensifs, qui sont sous sédation, qui sont hypotoniques, quand il y a un pansement compressif. Et ça arrive d'autant plus facilement qu'on a un patient dont la peau est cicatricielle, la peau irradiée notamment, qui va mal cicatriser, et un patient qui est dénutri. Donc tous ces facteurs qui vont retarder la cicatrisation. Donc la prévention, c'est de suivre le patient lorsqu'il est hospitalisé, le revoir en consultation après sa sortie rapidement s'il y a un doute. Et donc, il faut être très vigilant et vraiment informer les parents que de ramener l'enfant au moindre problème. Et puis, s'il y a une inflammation superficielle, on ne va pas attendre les 15 jours du délai de résorption des fils pour les enlever, pour éviter cette inflammation superficielle, éviter qu'elle ne prenne des proportions importantes. Donc, comment éviter les problèmes de cicatrisation?
eh ben, il faut faire une incision correcte, ce qui permettra une fermeture correcte, c'est-à-dire que si on fait une incision en biais, ben, on va avoir une fermeture qui va se chevaucher et un derme qui va être exposé avec un risque d'infection. Une fermeture plan par plan, donc il faut faire une incision à 90 degrés pour avoir une fermeture correcte. Fermeture plan par plan sous peau et peau. La sous peau, on utilise du Vicryl rapide avec des points inversés pour éviter d'avoir ce genre de fermeture qui fait des plis. Et puis, vous voyez ici, un point de sous-peau qui apparaît à la peau parce qu'en fait, c'était une fermeture de ce genre-là avec un fil à résorption lente et un point non inversé, donc avec un risque important d'infection dans ce cas-là. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est sous-peau au fil résorbable en point inversé et la peau au fil à résorption rapide également. Et chez les tout petits, on va utiliser plus volontiers un monofil à aiguille ronde, donc une aiguille conique et non pas triangulaire, pour ne pas faire une incision à chaque point de sortie de fil qui risque d'entraîner une fuite de liquide. Et puis les fils tressés chez les tout petits peuvent avoir un effet mèche qui va drainer le LCA à l'extérieur et les microbes à l'intérieur. Et puis, bien sûr, il faut veiller au nursing et à la nutrition. La dégradation du cathéter, donc c'est propre aux cathéters imprégnés de barium. Les cathéters, ils sont fabriqués avec de la silicone qui a une consistance semi-liquide, qui est rigidifiée par de la silice, et il y a du barium pour le rendre radio-opaque. Donc le cathéter est très peu immunogène, malgré tout, il y a quand même une réaction des macrophages, donc ils vont transformer la silicone en silice. Par ailleurs, le barium, il est relargué et remplacé par du calcium. Bref, on a notre cathéter qui va se transformer en un sable silico-calcaire. Il va y avoir une réaction inflammatoire, c'est-à-dire qu'il y a une gaine cicatricielle qui va se former autour du cathéter, qui permet l'écoulement de liquide cérébrospinal lorsque le cathéter est rompu. Donc pendant un certain temps, ça peut continuer à fonctionner. En tout cas, la dégradation du cathéter, du fait de la croissance, ça va entraîner une traction. Normalement, il coulisse sous la peau, il se déroule au fur et à mesure de la longueur qui est intrapéritonéale va progressivement se dérouler, à condition que le cathéter garde son aspect lisse. S'il devient granuleux et irrégulier, il va plus se dérouler, il va y avoir une traction, une rupture, une migration du cathéter. Donc, la prévention, c'est d'utiliser des cathéters strippés et enduits. La technologie des cathéters permet d'éviter ces complications. L'infection, maintenant, donc ça, c'est un petit peu la terreur du chirurgien qui pose une valve. D'abord, comment est-ce qu'on définit l'infection ? Par la bactériologie, ça c'est une définition qui intéresse les infectiologues. Malgré tout, il y a des faux négatifs, notamment chez les patients qui ont déjà reçu des antibiotiques ou des germes fragiles, et en particulier les germes de la peau comme les Corynebacterium acnes, qui sont des bacilles gram positifs qui sont anaérobies. Et puis, il y a également des faux positifs. On peut y avoir une contamination par la tranche de peau. Donc, la bactériologie, c'est un critère qui n'est pas forcément intéressant en clinique chirurgicale. Donc, le diagnostic, c'est avant tout sur la clinique. C'est un patient qui a des signes d'infection et qui vont conduire à une intervention. Parce que, finalement, ce dont on a besoin, c'est un critère binaire qui va nous dire qu'il y a une infection. Et le critère, c'est que soit on a réopéré le patient, soit il est mort de son infection. Clairement, on ne peut pas guérir une infection de valve sans réopérer le patient. Donc, c'est un événement daté qui permet d'avoir des études de survie. Et c'est un événement qui est durée dépendant, c'est-à-dire que si on étudie que ce qui survient dans le mois qui suit l'intervention, comme c'est souvent fait, finalement, le taux d'infection n'est pas si important. Mais ça, c'est un travail que j'avais fait il y a quelques années sur les infections tardives. En fait, la plupart des infections surviennent effectivement dans le mois ou l'année qui suivent la pose de valve, mais tant que le patient est porteur d'une valve, finalement, il est exposé au risque d'infection tardive et le taux d'infection est certainement plus important que ce qui est rapporté dans beaucoup de séries. Donc, le taux d'infection, on peut définir un taux par opération, par patient, puisque le patient est souvent opéré plusieurs fois, et par chirurgien, donc ce qui amène parfois ça peut conduire à un contentieux. Donc chez nous, on avait un taux d'infection par opération qui était de l'ordre de 5,9%, en étant très inclusif, en comptant les patients qui avaient des bactériologies négatives et qui étaient suivis, des patients qui étaient suivis longtemps. Par patient, on arrivait à 16,3% avec un suivi moyen de 10 ans, et par chirurgien, c'était variable entre 5,2 et 13,6%
en comptant uniquement la première pose de valve, c'est-à-dire des infections des enfants très petits. Et la différence n'était pas significative. Alors, comment éviter l'infection? Il faut être psychorigide, il faut programmer tôt le patient, quitte à faire les grosses interventions après. Il faut shampouiner le patient, désinfecter la peau en utilisant la bétadine, malgré les protestations des néonatologistes qui nous disent que ça peut entraîner un problème thyroïdien. Le risque thyroïdien, il est probable, mais il est hypothétique, alors que le risque d'infection, il est plus que réel, et on sait que ça retentit sur le développement de l'enfant. Et puis, il faut être paranoïaque. Pour l'équipe, il faut avoir le moins de monde possible dans la salle d'opération, que tout le monde porte des masques, que les portes soient fermées. Il faut qu'il y ait une chorégraphie qui soit bien rodée. Il faut qu'il y ait le moins possible de mouvements autour du patient. Une salle avec un flux laminaire. Il faut éviter la couverture soufflante. Il faut utiliser les champs, les mettre de façon très rigoureuse. Le lavage des mains, le double gantage, les manipulations réduites au minimum, et puis couvrir les tranches de peau avec des compresses bétadinées, car on sait que la plupart des infections sont dues à des germes qui sont cachés dans les follicules pileux et les glandes sudoripares, qui ne sont pas atteintes par des infections de surface de la peau. Alors, le diagnostic d'infection, il peut être aigu par un tableau de méningite ou de ventriculite. Donc, il peut y avoir une suppuration au niveau de la peau, donc là, le diagnostic est facile. Parfois, on a un tableau qui est pseudo-viral, pseudo-abdominal, on peut prendre ça pour une pyélonéphrite. Parfois, c'est un tableau torpide, c'est un tableau d'obstruction chez un patient qui a une altération de l'état général plus importante qu'on pensait. Et puis, chez le nourrisson, on peut être frappé aussi par la survenue, l'existence à la formule sanguine d'une néosinophilie dans le sang et dans le liquide cérébrospinal. Il faut savoir que le nourrisson a un système immunitaire immature et il va plus facilement faire une néosinophilie qu'une polynucléose neutrophile. Et puis, donc ça, c'est la présentation aiguë. Et puis, on peut avoir une contamination secondaire de la valve par une bactériémie. Donc, c'est plus dans les valves atriales, mais également quand même dans des valves péritonéales, notamment des bactériémies à pneumocoque. Et puis, il peut y avoir un sepsis abdominal qui va contaminer le liquide cérébrospinal, notamment des péritonites appendiculaires. Donc, quand on a un sepsis abdominal, il faut chercher à savoir si le LCR est contaminé. Donc, c'est intéressant d'avoir un réservoir au niveau de la valve pour prélever et voir si le liquide est contaminé et éventuellement faire une ponction lombaire si on n'a pas de réservoir. Donc, l'infection tardive, donc, elle est le plus souvent pas liée au geste opératoire. Ça peut être dû à une bactériémie. Donc, il y a les bactériémies postprandiales, c'est des grammes négatifs, ça va très rarement contaminer les valves. Les soins dentaires, c'est une migration de staphylocoque, donc ça va surtout intéresser les valves atriales. Et puis les infections invasives, comme on a dit, les pneumocoques, les méningocoques, le BK également peut entraîner une infection tardive de valve. Les sepsis abdominaux, et puis la chirurgie abdominale, on sait il y a des statistiques sur la gastrostomie percutanée endoscopique qui entraîne une infection de valve dans 5% des cas, comme cette petite fille qui avait une gastrostomie, elle a fait une méningite à strepto-D dans les 6 jours après la gastrostomie. Et puis les traumatismes pénétrants au niveau du cathéter, le coiffeur, on a eu 2 observations d'enfants qui ont été coupés au niveau de la valve par le rasoir du coiffeur. La néphrite de Schintre, ou Schintre néphritis, c'est quelque chose qui est spécifique de la valve atriale. C'est lié à une contamination hématogène d'une valve atriale, ça entraîne une oligurie, une hématurie, un œdème. C'est lié, la physiopathologie, c'est qu'il y a une bactériémie qui peut être favorisée par des soins dentaires, qui va entraîner une infection chronique de la valve, qui va relarguer des complexes immuns qui vont se bloquer au niveau du glomérule rénal et entraîner une glomérulonéphrite. Donc là, c'est un patient, un jeune adulte qui avait un énorme œdème lors de son admission et qui allait beaucoup mieux lors de la sortie après qu'on lui ait reposé sa valve. Le traitement de l'infection de valve, il y a une méta-analyse qui a montré que quand on fait un traitement par antibiotique seul puis échange de valve, on a 24% d'échecs et 11% de mortalité. Si on utilise les antibiotiques seuls, on a 46% d'échecs et 20% de mortalité. Donc, clairement, ces protocoles, c'est des protocoles dégradés pour des patients chez qui on ne peut pas faire le traitement standard. Le gold standard du traitement, c'est ablation de valve, drainage externe et antibiotiques, puis nouvelle valve. Alors après, la durée du traitement et du drainage externe, c'est variable suivant les équipes, il y a différents protocoles.
En tout cas, il faut enlever tout le shunt, y compris un cathéter ventriculaire perdu comme ici. Il faut drainer toutes les cavités qui étaient drainées par la valve, y compris dans des hydrocéphalies cloisonnées. On a ce patient qui avait eu 3 poches de drainage. Et on fait une antibiothérapie probabiliste, on vise le staphylocoque, qui est statistiquement le plus fréquemment en cause, avec un antibiotique qui diffuse bien dans le liquide cérébrospinal. Donc, en gros, c'est Vanco et Claforan en première intention. Et ensuite, on adapte l'antibiothérapie. Alors, quand on a la chance d'avoir un germe qui est sensible à la méticilline, je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire une monothérapie par de la méticilline. C'est comme ça qu'on peut avoir une récidive d'infection. En tout cas, l'antibiothérapie, elle doit être intraveineuse, prolongée, et elle nécessite souvent de mettre un cathéter central. Et là, il faudra bien prévenir celui qui mettra le cathéter de le mettre du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'ancienne valve et non pas du côté où on va mettre la nouvelle valve. La plexectomie, donc ça, c'est un peu la solution de désespoir classiquement historique dans les infections chroniques de valves. Donc l'historique, ça remonte à Dandy. Avant l'invention des valves, Dandy faisait des plexectomies par un abord minimal, voire même endoscopique. C'est une chirurgie lourde et l'inconvénient majeur, c'est que le plexus ne sécrète qu'une partie du liquide cérébrospinal. Malgré tout, ça peut servir. C'est un dernier recours dans des hydrocéphalies infectées rebelles. Ça a été remis au goût du jour avec la plexectomie endoscopique avec un endoscope souple, ce qui n'est pas tellement exportable dans nos pays du fait des normes anti-prions. En tout cas, la plexectomie, ça reste une chirurgie de recours possible. La repose des valves après infection. Donc, la mission du chirurgien, c'est de poser un nouveau shunt sans croiser le trajet du précédent. Donc, ça peut être un gymkhana parce qu'il faut tenir compte de l'ancien trajet, du cathéter central qui, là, a été mis du mauvais côté, d'autres cicatrices, et notamment ici de la gastrostomie. Donc, en fait, on a toute cette partie-là qui est barrée. Et il y a le côté droit qui est le côté de l'ancienne valve. On a la région antérieure du thorax et de l'abdomen qui est barrée par le cathéter central et la gastrostomie. Et donc, la solution, ça a été de mettre le patient sur le côté et la patiente de passer le cathéter en arrière du tronc pour rejoindre l'abdomen de cette façon-là, sans croiser ni le trajet de l'ancienne valve, ni la gastrostomie, ni le cathéter central. Toujours est-il que le risque de réinfection a été estimé dans la littérature à peu près 20%. En gros, c'est le taux habituel multiplié par 4. Donc, on reste dans des situations à risque. Ça peut être particulièrement complexe, comme dans ce cas où on avait mis 3 drainages externes. C'est une hydrocéphalie cloisonnée qui avait 3 cathéters qui malheureusement s'est infecté, qu'il a fallu enlever. Et on a mis 3 drainages externes et on a reposé une valve avec 3 cathéters, avec le patient en position latérale, la tête sur tête à pointe, un cathéter frontal gauche, un frontal droit et un dans la fosse postérieure. Et le raccord des 3 cathéters au-dessus de la valve, en étant bien à distance de la valve et de façon à ce que la valve ne soit pas trop basse au niveau du cou, parce que c'est dans ces cas-là qu'on a un risque de nouvelle rupture du cathéter après la repose de valve. L'obstruction de valve maintenant, il y a différentes causes d'obstruction, ça peut être au niveau du cathéter ventriculaire et en particulier par le plexus choroïde, comme on voit sur ce cathéter qui a été retiré un peu brutalement avec du plexus qui est fixé au bout. Il peut y avoir une gaine fibreuse qui se forme autour du cathéter, comme on voit sur le cathéter de droite avec sa gaine qui a été retirée de façon chirurgicale. Et donc, cet engainement du cathéter, ça va être une cause d'obstruction récurrente. C'est-à-dire que si on fait un échange standard du cathéter ventriculaire et qu'on remet un nouveau cathéter à la même place, forcément, on aura le même problème. Et donc, dans ces cas-là, il vaut mieux choisir un autre trajet, soit en frontal, soit avec la neuronavigation. La valve, elle peut être obstruée par des caillots, et parfois on trouve des caillots frais alors qu'il n'y a pas eu de traumatisme, il n'y a pas eu de chirurgie, comme ici. En fait, on a la croissance de l'enfant qui fait que le cathéter va s'extérioriser progressivement, va tirer sur le plexus choroïde auquel il est attaché et entraîner un saignement récent dans la valve. Et puis le cathéter péritonéal peut être obstrué par des franges de graisse épiploïque, donc ça peut être obstrué à n'importe quel niveau du drainage. Comment éviter l'obstruction? Eh bien, il faut éviter avant tout l'hyperdrainage. Donc, c'est un argument en faveur des valves à débit contrôlé qui n'entraînent pas d'hyperdrainage. La position du cathéter, comment éviter qu'il soit en contact du plexus choroïde? Des gens ont
on conseillait de mettre le cathéter dans la corne frontale, ce qui n'évite pas, à mon sens, d'être au contact du plexus choroïde. La corne frontale est quand même très petite. Et puis, on est très proche du foramen de Monro. En tout cas, quand il y a des obstructions répétées, il faut faire un nouveau trajet, éventuellement en frontal, éventuellement avec la neuronavigation. Et en cas d'obstruction récurrente sur des tumeurs, notamment des tumeurs chiasmato-ventriculaires, on peut être amené à faire soit une endoscopie si elle est possible, soit un débulking, comme ici, un patient qui avait eu plusieurs épisodes de dysfonctionnement de valve très mal tolérés sur le plan de la vigilance, sur le plan visuel. Et après la résection partielle de la tumeur, tous ces épisodes sont maintenant du passé. Alors, comment diagnostiquer le dysfonctionnement de valve? Parfois, c'est une forme médico-légale. Le patient fait une mort subite. Comme je l'ai dit, une mort subite chez un patient valvé, jusqu'à preuve du contraire, c'est dû à la valve. Ensuite, habituellement, l'obstruction de valve se manifeste par une hypertension intracrânienne aiguë. Ça peut être une augmentation du PC, une augmentation de la fontanelle. Ça peut être classiquement céphalée, vomissement, somnolence. Parfois, c'est comme dans les livres. Et les éléments de gravité, ça va être l'œdème papillaire, les hémorragies au fond d'œil et surtout les éclipses visuelles, la baisse d'acuité visuelle et la bradycardie. L'hypertension intracrânienne chronique, ça peut se manifester par une augmentation du PC, un tremblement, des troubles scolaires. Et puis l'imagerie, il va falloir la comparer à l'imagerie de référence. Ici, c'est un adolescent qui arrivait pour une baisse d'acuité visuelle. Il n'y avait pas d'œdème au fond d'œil, parce qu'en fait, il y avait une atrophie séquelaire des épisodes précédents. Et puis tout le monde a dit que le cerveau n'était pas du tout en faveur d'un dysfonctionnement de valve, jusqu'à ce qu'on ressorte son ancien dossier où on a trouvé le scanner de référence qui montrait des ventricules fentes. Donc clairement, il était en HTIC et en révisant sa valve, on a réussi à sauver sa vision. La révision de valve, il y a un temps exploratoire qui permet de diagnostiquer quel est le problème. Donc idéalement, on commence par une exploration crânienne avec une dissection sous-cutanée. On déconnecte le cathéter et on voit s'il y a un flux. Est-ce que c'est sous tension? Est-ce que le flux est satisfaisant? Si on voit un écoulement goutte à goutte, c'est que le cathéter est obstrué. On fait un test de valve avec une colonne d'eau pour voir si la pression d'ouverture correspond à ce qu'on attend de la valve, si le débit d'écoulement correspond à ce qu'on attend. Si on ne trouve pas d'où vient l'obstruction, on change tout. Puisque manifestement, si on opère le patient, c'est que sa valve ne fonctionne pas. On a une certaine obligation de résultat. Le changement du cathéter ventriculaire, il faut que ce soit sans traction. Je vous ai montré un cathéter qui est venu avec le plexus choroïde. Donc, on va faire une coagulation endoluminale. On rentre un mandrin métallique dans le cathéter sur lequel on va appliquer la coagulation monopolaire pour pouvoir retirer le cathéter sans traction. Il faut bien exposer le point d'entrée du cathéter parce que dès qu'on retirera ce cathéter, on a très peu de temps pour mettre en place le nouveau cathéter dans le trajet du précédent. Il y a un artifice qui peut être très intéressant, c'est de commencer par injecter un peu de sérum dans l'ancien cathéter avant de le retirer et de mettre très vite le nouveau cathéter, puisque l'écoulement du sérum va garder le trajet du cathéter ouvert. Le remplacement du cathéter péritonéal, c'est intéressant de mettre un guide. Donc, ça peut être un mandrin du cathéter ou bien plutôt un guide de cathéter central. En fait, on utilise un petit peu la technique de Seldinger. On fait des fentes sur le cathéter péritonéal. On introduit notre guide plus haut dans le cathéter et ensuite on va cathétériser avec ce guide. On va cathétériser le trajet de l'ancien cathéter. Quand on est dans le péritoine, on descend le cathéter comme une chaussette sur le mandrin ou sur le guide de cathéter. Et on arrive dans une zone de péritoine qui est compétente jusqu'à preuve du contraire. Donc l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est atraumatique, le patient a moins mal après l'opération. Donc, alors maintenant, le dysfonctionnement de valve, ça peut être l'occasion pour le patient de devenir shunt indépendant. Donc, on peut se demander, est-ce que c'est le moment de parler d'un sevrage de valve? Si le patient est asymptomatique, si le scanner est inchangé, en fait, on a diagnostiqué le dysfonctionnement de valve uniquement sur les radios, qui montrent que le cathéter est rompu, que le shunt est rompu. Il faut suivre un protocole rigoureux, protocole avec un E. Donc, on fait un shuntogramme pour voir si le shunt fonctionne. S'il ne fonctionne pas, on va le ligaturer pour être vraiment sûr et certain que le patient n'est plus drainé par la valve. Et si cette ligature est bien tolérée cliniquement et radiologiquement, au bout d'un mois ou plusieurs mois, on va procéder à l'ablation de ce shunt. Maintenant,
Le sevrage de valve, ça peut aussi se faire grâce à l'endoscopie. On dit shunt difficulties are endoscopy opportunities, notamment quand on a une hydrocéphalie obstructive ou qui était initialement mixte, qui est devenue secondairement obstructive. Ça se voit notamment dans les spina bifida, ou bien chez ce patient qui avait une obstruction à la sortie du quatrième ventricule, avec il n'y avait pas de sténose de l'aqueduc, malgré tout le quatrième ventricule était dilaté. Et quand il a fait une complication abdominale sur sa valve, on a été très content de pouvoir lui faire une endoscopie qui a bien marché et il n'a jamais été mieux qu'avec son endoscopie. Donc, on a des hydrocéphalies qui sont secondairement obstructives. Quand on fait ces ventriculos tardivement, ça peut être bien de faire une ponction lombaire à la fin du bloc pour forcer, pour inciter le liquide à partir vers les méninges, parce qu'on peut imaginer qu'il faut un certain temps quand même pour que les villosités arachnoïdiennes retrouvent leur fonction. Elles n'ont pas marché pendant plusieurs années. En quelque sorte, on va amorcer la pompe en faisant la ponction lombaire. On va s'attarder un peu plus sur les complications abdominales. Donc, les plus simples, théoriquement, ce sont les hernies et les hydrocèles. Les hernies ombilicales, classiquement, on fait un traitement médical. Il faut quand même s'assurer que la hernie ne va pas s'ulcérer parce que ça peut entraîner une infection, voire même une infection de valve. Quand on doit mettre une valve dans le péritoine, ça peut être quand même intéressant d'opérer la hernie, même si habituellement ça ne s'opère pas, parce qu'à partir du moment où on met un cathéter dans le péritoine, ça change les conditions, et si un problème de LCR peut empêcher la hernie de se fermer. C'est la même chose au niveau des hernies inguinales, parce que le liquide cérébrospinal peut empêcher l'oblitération du canal vaginopéritonéal, qui reste perméable chez à peu près 25% des petits garçons. On peut avoir des hernies étranglées chez la petite fille. Alors là, ça peut être une urgence parce que la hernie peut contenir l'ovaire avec un risque de stérilité secondaire. Et quand on a un cathéter scrotal comme ici, ça nécessite une intervention pour remettre en place le cathéter et fermer le canal vaginopéritonéal. Le pseudokyste, c'est une masse abdominale qui radiologiquement est hyper dense par rapport aux clartés gazeuses de l'abdomen, qui refoule les clartés gazeuses. Au scanner, on voit un kyste avec le cathéter qui est dans le kyste à sa périphérie, et on voit les clartés gazeuses qui sont refoulées. Il faut savoir que ces pseudokystes sont souvent septiques. Ça peut être, on peut mettre en évidence un germe d'à peu près 50%. On va se méfier d'autant plus que le patient a été opéré récemment, donc il faut faire une CRP, il faut ponctionner le liquide du kyste, il faut aussi ponctionner le réservoir de la valve, c'est de bonne pratique. Et s'il y a un doute, on va externaliser le cathéter au niveau péritonéal. Et puis, une fois que l'infection est éliminée ou qu'elle est guérie, on va pouvoir reposer la valve dans le péritoine à un autre endroit. Le reste du péritoine reste compétent et ça reste quand même le meilleur site pour mettre en place une valve. La cite maintenant, c'est très différent du pseudokyste. Là aussi, on a un gros abdomen, mais on se rend compte qu'on a sur la radio standard qu'on a une grisaille diffuse, on a quelques anses intestinales qui flottent au milieu de cette grande mare de liquide. Et sur la radio de profil, on voit toutes les anses intestinales qui sont au milieu de l'abdomen, en haut. On va s'intéresser à une histoire de chirurgie abdominale. C'est une complication qui survenait en fait souvent dans les tumeurs gliales, notamment les gliomes optochiasmatiques qui étaient valvés avant qu'on fasse des chimios. C'est une complication qui est devenue très rare depuis qu'on fait des chimios, donc ça fait déjà un certain temps. En tout cas, en cas d'acide, c'est l'ensemble du péritoine qui est incompétent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer remettre la valve dans le péritoine. La seule solution, dans ces cas-là, c'est la valve atriale, ce qui est embêtant chez des enfants tout petits. La perforation viscérale, donc le diagnostic, il est parfois évident quand on voit le cathéter qui sort soit par la bouche, soit par le vagin, soit par l'anus, comme ici. Donc c'est le Kama Sutra des valves. Mais parfois, le diagnostic n'est pas évident. Et en fait, on a un patient qui vient pour des vomissements. C'est un tableau qui en impose pour une obstruction de valve. Ou parfois on a un diagnostic d'infection de valve. Si on met en évidence des germes intestinaux, il y a fort à parier que le cathéter était en fait dans les viscères. L'imagerie est rarement évidente. C'est rare qu'on ait un scanner aussi parlant que celui-ci, où on voit un épaississement de la muqueuse intestinale avec une péritonite localisée.
le plus souvent, le scanner est un assez mauvais examen pour diagnostiquer la perforation. L'échographie peut être plus performante parce que sur l'échographie, on voit bien l'œdème de la paroi des vaisseaux qui est irrité par le liquide cérébrospinal. Et puis parfois, comme j'ai montré tout à l'heure, ça peut être un diagnostic autopsique chez un patient qui est mort sans qu'on comprenne pourquoi. Le ventre aigu chez le patient valvé, on a différents cas de figure. On peut avoir un problème purement abdominal, genre la gastro. Alors, si la gastro persiste anormalement, il faut quand même se poser la question d'un problème de valve. Après, on a le problème abdominal suspect, notamment l'appendicite. Est-ce que l'appendicite a provoqué une péritonite? La pyélonéphrite, est-ce qu'on a une bactériémie qui peut infecter la valve éventuellement? Et puis, on a le problème abdominal qui interfère avec le shunt, c'est la péritonite ou la perforation intestinale par le cathéter dont on vient de parler. Ici, à droite, on a un diverticule de Meckel qui avait provoqué une péritonite aiguë et qui a été l'occasion de faire un sevrage de valve par ventriculo. Et puis, il faut le problème abdominal, ça peut être un diagnostic différentiel de l'hypertension intracrânienne, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on va gérer un problème d'abdomen aigu infecté? On va externaliser le cathéter péritonéal en anticipant le trajet de la nouvelle valve. C'est comme le cathéter central, il faut le faire du bon côté. Ici, on avait une valve qui venait du côté droit. Il aurait fallu externaliser la valve du côté gauche pour qu'on puisse mettre la nouvelle du côté droit, pardon, du côté de l'ancienne valve, pour qu'on puisse tunneliser notre valve sans avoir la route barrée par cette externalisation du cathéter. Il faut éviter de faire une laparotomie chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire que si on a une perforation viscérale par un cathéter, il suffit de retirer le cathéter. C'est une perforation couverte et qui ne nécessite pas de laparotomie. Évidemment, quand on a une péritonite sur une appendiculaire ou sur une perforation intestinale, il est bien évident que là, le chirurgien viscéral, il faut qu'il fasse son travail. Il faut empêcher l'anesthésiste de poser le cathéter central du mauvais côté, comme on l'a dit tout à l'heure. Les antibiotiques, c'est un traitement par antibiothérapie large, anti-anaérobie, jusqu'à ce qu'on ait le résultat des cultures. Et la nouvelle valve, le plus souvent, ce sera une valve péritonéale. Malgré tout, il faut quand même prévoir de faire une échographie jugulaire au cas où le problème abdominal ne serait pas réglé dans les délais qui permettent d'y remettre une valve. Complications diverses maintenant, les céphalées. Là, c'est un peu le pain quotidien de la consultation de neurochirurgie pédiatrique. Le patient a mal à la tête. Alors, est-ce que c'est une hypertension intracrânienne? Ce qui est caractéristique, c'est que ce sont des céphalées le matin, au réveil, alors que l'hyperdrainage, on a aussi des céphalées matinales, mais c'est au moment où le patient se lève. Donc, c'est important de faire préciser. Ce qui est également évocateur de l'hyperdrainage, ça va être les céphalées lors de la position debout, c'est classiquement des céphalées orthostatiques. Malgré tout, dans l'hypertension intracrânienne, quand le patient se met debout, il peut avoir mal parce que ce sont des céphalées liées au changement de position, avec en plus la possibilité de diplopie aussi bien dans l'hypertension intracrânienne que dans l'hyperdrainage. Donc le diagnostic n'est pas forcément si facile entre l'hypertension intracrânienne et l'hyperdrainage. Maintenant, l'abus dentalgique, ça peut en imposer pour de l'hypertension intracrânienne parce que le patient peut avoir mal le matin jusqu'à ce qu'il ait pris son traitement. Donc il y a vraiment une dépendance importante. La migraine, habituellement, le diagnostic est facile. On a des céphalées à type de battement, on a qui surviennent lors de l'effort, de la lumière, du bruit, du stress, qui durent plusieurs heures, mais qui va céder au bout d'un certain temps, à la différence de l'hypertension intracrânienne. Et puis, il y a des signes d'accompagnement visuel, digestif, vertige. En général, c'est un diagnostic qu'on arrive à faire assez facilement. Les douleurs d'origine ophtalmologique, de façon caractéristique, c'est le soir que ça survient, c'est calmé par les lunettes. Et les douleurs de type cicatriciel, ça c'est assez fréquent dû à la réaction au niveau du cathéter, au niveau sous-cutané. En fait, c'est une sensibilité au niveau de la cicatrice. Souvent, il y a un torticolis, et puis ça va répondre au traitement local. Donc voilà un petit peu les différents cas de figure, les différents cadres cliniques des céphalées du patient valvé. Maintenant, on peut avoir une disproportion crânio-encéphalique quand on a un hyperdrainage par la valve et puis malgré tout le cerveau continue de grandir alors que le crâne n'a plus le stimulus qui le fait grandir, et donc ça peut nécessiter une cranioplastie. Il faut être large, mais pour autant il ne faut pas défigurer le patient. Donc c'est à la fois de la chirurgie de la valve et de la chirurgie crânio-faciale. Et puis il faut changer la valve, il faut mettre une valve qui va avoir un drainage beaucoup plus physiologique que les valves à pression différentielle.
L'allergie au latex, ça intéresse à peu près 30% des spinés à l'âge adulte, et tout ça grâce aux différentes interventions dont ils ont bénéficié, c'est-à-dire les interventions pour le spinal lui-même, pour la valve, sur le plan orthopédique, sur le plan urologique. On sait que le taux d'infection est proportionnel au nombre d'interventions. Donc, il faut poser systématiquement la question au patient qui vient aux urgences avec sa valve bouchée, est-il allergique au latex? Et avant qu'il soit allergique, un bébé chez qui on met une valve, il faut éviter d'utiliser des gants en latex. L'épilepsie, c'est quelque chose d'assez fréquent chez les patients valvés. Ça peut être associé à l'hydrocéphalie du fait des lésions cérébrales initiales. En quelque sorte, l'épilepsie, au même titre que l'hydrocéphalie, c'est un héritage de l'épisode initial. On a à peu près 9,8% des patients qui avaient une épilepsie d'emblée. Et puis l'épilepsie, elle peut être liée au shunt lui-même. On voit à l'EEG qu'il peut y avoir un foyer en regard du cathéter. Donc la prévalence, on l'avait évaluée à 15,8% à 10 ans chez nos patients et 23,3% à 20 ans. Évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes patients qui sont suivis pendant 10 ans et d'autres qui ont été suivis pendant 20 ans. Malgré tout, ça fait une incidence cumulée de 0,67% par an de patients qui deviennent épileptiques. Donc, ce risque d'épilepsie, je pense que ça justifie de déconseiller la plongée en bouteille parce que l'épilepsie, c'est une contre-indication absolue à la plongée. Donc, ce n'est pas à cause des problèmes de pression intracrânienne que la plongée risque d'être déconseillée, c'est à cause du risque d'épilepsie. Les complications médico-sociales, eh bien, c'est fréquent. Aux obstacles réels, il va se surajouter des obstacles imaginaires, c'est-à-dire que la famille va avoir tendance à surprotéger cet enfant. L'école va aller jusqu'à la discrimination dans certains cas, quand un enseignant décide d'interdire les sports, voire même la récréation, ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine, c'est une décision médicale, ce n'est pas une décision d'enseignant. Alors par contre, est-ce qu'il y a des contre-indications réelles au sport? Donc les sports de contact, on n'a jamais vu de problème de valve dû à des sports de combat faits dans des conditions normales. Il peut y avoir des accidents comme dans tous les sports, même la pétanque, on a un enfant qui a reçu une boule de pétanque sur sa valve, mais ce n'est pas du sport fait dans des conditions normales. Les sports de combat, nous, on ne les contre-indique pas. La plongée en bouteille, comme je l'ai dit, le risque d'épilepsie fait qu'on la déconseille. Maintenant, si l'enfant souhaite faire de la plongée, c'est difficile de l'en empêcher. Et puis la médecine du travail, là aussi, il peut y avoir des obstacles imaginaires. J'avais vu un patient qui un jour a perdu son travail parce que le médecin du travail a décidé qu'avec une valve, il n'avait pas le droit de soulever de charge de plus de 25 kg. Donc là, c'est le médecin du travail qui a fait un petit peu l'inverse de ce que son travail représente. Et donc, il faut éduquer la famille, la société et les confrères. Les complications légales, elles sont rares. On n'a quasiment jamais de procès pour des dysfonctionnements de valve. Alors pourquoi? Parce que le patient est dépendant de sa valve. C'est une dépendance à la fois physique et psychologique. On peut assimiler ça au syndrome de Stockholm. Et puis, en fait, c'est grâce aux bonnes pratiques, parce que les patients, ils savent qu'en cas de problème, on est là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et finalement, c'est ça la meilleure protection contre les problèmes médico-légaux. En conclusion, les complications des valves, elles sont multiples, diverses, elles peuvent être très trompeuses. Il faut surtout les prévenir, il faut éduquer le patient. La prise en charge, elle est complexe, souvent. Il y a de multiples techniques possibles, il faut être créatif et ne jamais laisser tomber son patient. Et donc, avoir une grosse caisse à outils pour être un expert de valve. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site de l'Arnerance.